Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis très sincèrement heureux d'être ici avec des amis dans la salle. Je m'appelle Laurent Bertoletti, je suis pneumologue, mais chef d'un service de médecine vasculaire et professeur de thérapeutique à la faculté de médecine, ce qui fait que mes amis me reprochent souvent d'être schizophrène. J'ai toujours du mal à expliquer à mes parents ce que je fais. J'ai la charge de l'Institut du Poumon au CHU Saint-Étienne, qui est un institut hospitalo-universitaire qui regroupe toutes les forces qui s'occupent des pathologies respiratoires. Et comme l'a dit notre chairwoman, j'ai la responsabilité d'un réseau de recherche international qui gère toutes les troupes francophones dans le domaine de la maladie chronique veineuse qui s'appelle Innoviti, avec le professeur Francis Coutureau de Brest. Alors, voici mes liens d'intérêt. Le principal lien d'intérêt, c'est que je suis le chairman élu de l'ERS pour l'embolie pulmonaire et donc je dois vous dire que tout ce que je vais vous dire m'engage moi, mais n'engage pas officiellement la Société européenne de pneumologie. Ok ? Maintenant que ça c'est fait, allons-y. Alors, grossesse et femme enceinte, je ne suis pas du tout gynécologue, mais pendant les 10 dernières années, ça m'a occupé beaucoup de temps. On sait que la grossesse augmente le risque de thrombose. Vous le savez, vous êtes médecin, mais malheureusement, on sait aussi que l'embolie pulmonaire reste une des principales causes de décès chez la femme enceinte pendant la grossesse et le postpartum. Et on a absolument besoin de communiquer auprès de nos patientes pour les alerter sur une augmentation du risque de thrombose pendant la grossesse et le postpartum. Et je vous ai mis ici l'iconographie des collègues américains qui communiquent à fond parce que chez eux, ça reste la première cause de décès chez les femmes enceintes, l'embolie pulmonaire. Et ce qui est important de noter, c'est que ce risque qui va être présent tout au long de la grossesse et en particulier au moment où souvent la maman elle a plus de soucis par rapport au bébé que par rapport à elle. Il y a un pic au niveau du postpartum. Et vous allez voir que nous avons pu faire des grandes avancées sur les 10 dernières années sur ces 3 dimensions. La prise en charge diagnostique d'une embolie pulmonaire chez la femme enceinte, la thérapeutique d'une embolie pulmonaire chez la femme enceinte et la prévention secondaire de l'embolie pulmonaire chez la femme enceinte. Alors, vous connaissez cette diapositive, ce sont les recommandations de la Société européenne de cardio, Société européenne de pneumologie, sur la prise en charge d'une suspicion d'embolie. Donc, vous savez, l'embolie, on y pense souvent, mais pour de vrai, il n'y a qu'un malade sur 5 en général, suspect d'embolie, qui a vraiment une embolie. Et malheureusement, ces algorithmes-là, qui sont les algorithmes reconnus, validés, ils ne sont pas utilisables chez la femme enceinte. Et ils n'étaient pas utilisables chez la femme enceinte pour 2 raisons. La première, c'est que la femme enceinte n'était jamais inclue dans les études qui ont validé ces diagnostics. Et la deuxième, c'est que pour certains des éléments particuliers, le score de probabilité clinique selon Genève ou le score de probabilité clinique selon Wells, il n'était pas adapté à la problématique des femmes enceintes. Et les D-dimères, qui nous permettent d'éviter des scanners dans la suspicion de la maladie chronique veineuse, augmentent physiologiquement avec la grossesse, et c'est la raison pour laquelle les femmes enceintes étaient exclues des études évaluant les stratégies diagnostiques dans la suspicion d'embolie pulmonaire. Nous avons eu la chance, en 2018 et en 2019, de publier 2 très grands essais diagnostiques. Le premier était dans Annals of Internal Medicine, et on pouvait inclure des femmes enceintes admises pour une suspicion d'embolie pulmonaire et utiliser cet algorithme qui est l'algorithme basé sur le score de Genève. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on utilisait le seuil standard de 500 pour les D-dimères, mais toutes les femmes enceintes admises pour suspicion d'embolie pulmonaire, une fois qu'on avait évalué la probabilité clinique selon le score de Genève, elles avaient tout un écho-doppler veineux des membres inférieurs qui a l'avantage d'être moins coûteux qu'une imagerie thoracique et beaucoup moins irradiant pour la maman et pour le bébé. Nous avons pu inclure presque 400 femmes enceintes admises aux urgences pour suspicion d'embolie pulmonaire. Et voici les résultats principaux. C'est mon ami Marc Reghini de Genève qui était le premier auteur de ce papier qu'on a publié dans Annals of Internal Medicine. Et sur les 400 malades, première information, 7% seulement avaient une embolie pulmonaire. On a tous peur de manquer une embolie chez une femme enceinte. En fait, finalement, la prévalence est plus faible qu'en population générale. Et l'algorithme basé sur Genève vous permettait, une fois sur 10,
de ne pas avoir besoin de faire un scanner. Vous pouviez rejeter l'hypothèse d'embolie avec juste une probabilité clinique basse et le seuil des dédimères inférieur à 500. Une fois sur 10, vous étiez donc content d'avoir fait la prise de sang à la femme enceinte qui venait pour un essoufflement, une douleur thoracique par exemple. L'année d'après, nous avons pu publier dans le New England Journal of Medicine l'étude Artemis, qui cette fois-ci était une collaboration franco-hollandaise. Cette étude Artemis utilisait un autre score, le score de Years. Ce score est encore plus simple. Vous n'avez qu'à regarder 3 choses quand vous voyez la malade. Est-ce qu'il y a des signes cliniques de TVP? Est-ce qu'il y a une hémoptysie? Et est-ce que pour vous, vous avez une meilleure idée que l'embolie pulmonaire pour expliquer les symptômes? Est-ce qu'elle était déjà asthmatique, par exemple? Si jamais vous aviez aucun de ces items, à ce moment-là, on utilisait un score de dédimère majoré à 1000. Et on ne faisait l'échodoppler veineux des membres inférieurs que si il y avait des signes cliniques de thrombose. Les résultats ont été extrêmement importants, c'est pour ça qu'on les a publiés dans le New England, et on a pu inclure 500 femmes enceintes admises pour suspicion d'embolie pulmonaire, et 2 informations. La première, on confirme que finalement l'embolie pulmonaire, c'est rare chez ces patientes. Évidemment, il ne faut pas la manquer, mais vous voyez, c'est 4% dans Years, 7% dans l'étude CTPE6. Et surtout, l'utilisation du score de Years avec les dédimères à 1000 chez les malades qui n'ont aucun point, nous aide énormément. 4 fois sur 10, nous pouvions rejeter l'hypothèse d'embolie pulmonaire sans faire de scanner chez ces malades-là. C'est donc une des grandes avancées dans la suspicion d'embolie pulmonaire chez la femme enceinte. Pour la thérapeutique, voici les recommandations françaises qu'on a mis à jour et publiées en 2019 avec un chapitre spécial pour la femme enceinte. La thérapeutique à l'heure actuelle, en France, on utilise principalement les héparines de bas poids moléculaire. Il n'est pas faux d'utiliser les antivitamines K, mais seulement pendant le 2e trimestre. Et en général, c'est le temps d'avoir des INR stables. On arrive au 3e trimestre, donc nous, on fait que des héparines de bas poids moléculaire. Une des problématiques, c'est les embolies pulmonaires graves chez la femme enceinte, où il vient d'avoir des avancées. Alors, heureusement, c'est encore plus rare, mais évidemment, sur le plan culturel et pour la société, c'est absolument effroyable de perdre une maman avec un bébé pour une embolie pulmonaire qui fait un choc cardiogénique. Et donc, en dehors de la grossesse, vous savez que le traitement principalement, c'est la fibrinolyse. Et on n'avait pas de données sur est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée de fibrinolyser des femmes enceintes qui font une embolie pulmonaire massive. Et avec mon ami Marc Reghini et Marc Blondon à Genève, ils ont pu réaliser une méta-analyse sur les données disponibles dans la littérature de femmes enceintes faisant une embolie pulmonaire grave fibrinolisée. Bon, globalement, 94% des mamans sont encore en vie 30 jours après. Mais regardez les risques hémorragiques, 18% d'hémorragie majeure pendant la grossesse, 58% d'hémorragie majeure pendant le postpartum et 12% de mort fœtale. Donc, pour l'instant, la recommandation est de fibrinolyser une femme enceinte qui fait une embolie pulmonaire massive, mais on perçoit qu'il va rapidement y avoir des problématiques, en particulier des problématiques d'hémorragie génitale, qui vont parfois nous conduire à perdre le bébé pour garder la maman. Et c'est la raison pour laquelle on a développé à Saint-Étienne un autre algorithme de prise en charge, où chez des patientes qui n'ont pas un risque hémorragique important, on a une fibrinolyse en format court avec 50 mg maximal d'altéplase, mais sinon, se développent maintenant des matériels d'embolectomie, soit vous avez une équipe de chirurgie cardiaque, mais ce qui est quand même rare d'avoir la femme enceinte qui fait l'embolie pulmonaire juste à côté du bloc de chirurgie cardiaque. Mais la plupart du temps, on a des accès maintenant à des systèmes de radiologie interventionnelle et on fait des thromboembolectomies percutanées en radiologie interventionnelle, exactement comme ce qu'on peut faire dans un AVC par exemple. Voilà pour la thérapeutique. Et imaginez, vous avez réussi donc à voir la malade qui faisait l'embolie pulmonaire, c'était bien l'embolie pulmonaire, elle a été traitée efficacement, heureusement, elle a pu donner la vie, le bébé et la maman vont bien. Mais 3 ans après, vous êtes rappelé par son médecin de famille, puisqu'elle va commencer une nouvelle grossesse. Comment est-ce que vous faites pour la protéger du risque de récidive d'embolie pulmonaire?
Alors, on a tout un tas de données qui nous mettent à l'aise pour proposer une prévention de la maladie thromboembolique veineuse, principalement par héparine de bas poids moléculaire, chez les femmes enceintes qui ont un antécédent de maladie thromboembolique veineuse. Vous voyez, c'est remis sur ce graphique. Soit l'embolie était non provoquée ou secondaire à un facteur de risque hormonal, une pilule ou une grossesse, et à ce moment-là, on fait commencer la prévention pendant la grossesse et on fait la prévention jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. Soit l'embolie pulmonaire était secondaire à une hospitalisation, une immobilisation, une infection, et à ce moment-là, on peut faire uniquement 6 semaines de prévention. Le problème qu'on a, c'est que sous ces stratégies, 6% des femmes présentaient quand même des épisodes de maladie thromboembolique veineuse, alors qu'habituellement, on est plutôt aux alentours de 1% ou 0,1% d'événements sous préventif. Et donc, peut-être certains d'entre vous, moi je l'ai fait à un moment, on augmentait les doses d'héparine de bas poids moléculaire en se disant, tiens, sous énoxaparine 40 mg, peut-être qu'elle ne sera pas assez protégée, elle va prendre 10 kg pendant la grossesse, eh bien, on va augmenter la dose. Ah, désolé, j'ai perdu l'écran, c'est bon. Et il y avait beaucoup de désaccords entre les recommandations pour proposer soit des augmentations de posologie, soit de garder les posologies basses d'héparine de bas poids moléculaire. Et ça nous a pris 10 ans, mais on vient de réussir à répondre à la question avec l'essai HILO, qui était coordonné à l'échelle internationale par Saskia Middeldorp aux Pays-Bas et par Céline Scholler à Saint-Étienne en gynécologie pour la France. Et l'idée était donc de tester dans un essai thérapeutique randomisé en ouvert une dose standard d'héparine de bas poids moléculaire versus une dose majorée d'héparine de bas poids moléculaire pour évaluer l'efficacité et la sécurité de cette stratégie. Comme c'était un essai en ouvert, l'élément clé qui nous a permis de publier le papier dans le Lancet était l'existence d'un comité d'adjudication d'événements critiques dont j'avais la responsabilité, ce qui faisait que quand une femme faisait une embolie ou une hémorragie, eh bien, il y avait un document qui était produit en enlevant toute notion du bras de randomisation, traitement bas ou traitement intermédiaire, et je devais, avec 2 autres collègues, évaluer les 1300 dossiers qui nous ont été soumis comme ça d'événements pour classer les événements, ce qui permettait de maintenir une sorte d'aveugle sur le critère de jugement. Les patientes étaient donc randomisées pour recevoir soit la dose standard d'héparine de bas poids moléculaire, soit une dose intermédiaire d'héparine de bas poids moléculaire. Le critère de jugement principal était l'efficacité. Est-ce qu'on protégeait plus les patientes d'une thrombose veineuse profonde, d'une embolie pulmonaire en augmentant la dose? Mais évidemment, le critère de sécurité était est-ce qu'en augmentant la dose, on les faisait plus avoir de complications hémorragiques, en particulier pendant le postpartum. Voici les résultats de l'essai HILO. Nous avons pu inclure avec 9 pays, 70 centres, 1100 patientes enceintes à risque de thrombose, c'est-à-dire qui avaient déjà fait une phlébite ou une embolie pulmonaire avant la grossesse. Toutes ces patientes étaient donc randomisées pour recevoir une dose standard ou une dose majorée d'héparine de bas poids moléculaire. Et l'essai est négatif. 2,9% des patientes sous énoxaparine 40, par exemple, avaient une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire. Et quand on augmentait la dose à énoxaparine 60 au lieu de 40, eh bien, on tombait à 2. Simplement, vous voyez, l'intervalle de confiance n'était pas statistiquement significatif. Peut-être qu'on est un peu plus efficace, mais on n'a pas réussi à le prouver avec 1100 patientes et 10 ans de travail. En critère de jugement secondaire, il y avait une différence statistiquement significative si on mettait dans le critère de jugement les thromboses veineuses superficielles, qui sont un problème relativement fréquent pendant la grossesse et pour lequel on n'avait pas de traitement très évident. Quel est le prix à payer de ça? Eh bien, on augmente le risque d'hémorragie. Heureusement, pas de façon statistiquement significative pour les hémorragies majeures, mais vous voyez que c'est une population où le taux d'hémorragie globale est quand même très élevé. Près d'une femme sur 10 dans le bras dose intermédiaire allait avoir une hémorragie qui allait nécessiter une hospitalisation quand on combine les hémorragies majeures et les hémorragies non majeures dans cet essai thérapeutique. C'est la raison pour laquelle on est maintenant très au clair. Il n'y a pas d'indication à augmenter la dose d'héparine de bas poids moléculaire quand vous prescrivez un traitement préventif à une femme enceinte qui avait déjà été vue par vous, par exemple, pour une embolie pulmonaire. Et donc, pour finir,
La suspicion d'embolie pulmonaire, elle est fréquente chez la femme enceinte. Par contre, c'est extrêmement difficile de savoir si la malade qui vient voir parce qu'elle est un peu plus essoufflée ou alors elle a les jambes qui ont gonflé, si c'est à cause de la grossesse ou à cause d'une embolie pulmonaire ou d'une thrombose veineuse profonde. Donc, on a tous peur, et je pense que c'est normal et bien, de manquer le diagnostic d'embolie pulmonaire, parce qu'on sait que sans traitement, si on en était vraiment une, elle va mourir et le bébé avec. La difficulté qu'on avait, c'était comment éviter de faire des scanners à toutes ces patientes. Eh bien, grâce aux 2 études diagnostiques que je vous ai montrées, en fonction de ce qui vous va le mieux entre le score de Genève ou le score Ears, eh bien, vous avez maintenant des outils qui vous permettent, une fois sur 10, d'éviter un scanner avec le score de Genève, ou dans 40% des cas, presque une fois sur 2, avec le score Ears. C'est vraiment l'avancée des dernières années dans le diagnostic. Pour la thérapeutique, eh bien, pour l'instant, le traitement de référence reste les héparines de bas moléculaire. Les recommandations sont de maintenir la posologie qui avait été mise initialement, sauf si la patiente prend plus de 10 kg pendant la grossesse. Et l'avancée sera sur les très rares, heureusement, femmes qui font une embolie pulmonaire grave. Eh bien, chez celles-ci, probablement que l'avenir sera une thrombectomie percutanée en radiologie interventionnelle qui permette de sauver la malade sans augmenter le risque d'hémorragie génitale qu'on aurait avec la fibrinolyse. Enfin, eh bien, High-Low a permis de répondre à la question qui était très fréquemment posée dans toutes nos RCP gynécothrombose. La patiente qui a, par exemple, un SAPL ou alors qui a déjà fait une phlébite, une embolie pulmonaire et qui tombe enceinte, est-ce que celle-ci, je dois augmenter la dose d'héparine de bas moléculaire? Eh bien, la réponse pour l'instant est claire et non. Il n'y a pas d'indication à augmenter la dose d'héparine de bas moléculaire. Vous ne serez pas plus efficace sur les phlébites et embolies pulmonaires profondes et peut-être vous augmenterez le risque d'hémorragie. Voilà globalement les grands messages que je voulais vous proposer. Je serais évidemment ravi d'avoir des échanges à la fin avec mes confrères si vous le souhaitez, mais je ne peux pas partir sans vous dire merci, en particulier faire rimer. Ami un jour, rami toujours. Il y a une vingtaine d'années, j'ai découvert ce pays grâce à un ami proche, qui est resté un ami proche, et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette belle conférence. La parole est à la salle pour des questions. Moi, j'aurais quelques questions entre-temps. Je voulais savoir, en ce qui concerne les décimètres, est-ce qu'il y a des études en cours pour valider la valeur seule des décimètres, comme on l'a fait pour les décimètres en fonction de l'âge? Parce que je pense quand même que la physiologie de la grossesse peut faire que le seuil peut être plus élevé. Alors, je suis tout à fait d'accord, la question est excellente. Et au tout début, donc on sait, comme l'a dit notre collègue, qu'en fonction du trimestre, le taux moyen physiologique de dédimère augmente. Et donc, initialement, on avait posé la question pour cet essai, l'étude Years, de faire un seuil de dédimère adapté à l'âge, mais de la grossesse. On s'est rendu compte que ça serait un petit peu compliqué. Et dans le même temps, les collègues hollandais publiaient leur étude Years avec 500 si les malades ont un des 3 points, ou 1000. Et donc d'un coup, les seuils moyens de dédimère physiologique qui se baladaient à 600, 700 ou 800 pendant la grossesse étaient intégrés avec notre seuil de 1000. Et donc on a fait le pari du seuil de 1000. Et le pari est gagnant, puisque vous voyez 40% des embolies pulmonaires, enfin des hypothèses rejetées sans scanner, quoi. Sur le plan pratique, vous préférez le Years ou le Genève? Parce que pour le Years, il y a l'alternative diagnostique, le diagnostic le plus probable qui met en jeu notre responsabilité. Ouais. Et là-dessus, dans mes conflits d'intérêts, je suis allé trop vite, mais j'ai eu la chance aussi de travailler pendant 1 an en postdoctoral à l'équipe de Genève, Jean-Henri Bounamo, et j'utilise le score de Genève à cause de ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci beaucoup pour votre excellente présentation. Ma question, en fait, par rapport au télé, en fait, au moment où vous démarrez la prophylaxie et la prévention de l'embolie pulmonaire chez la femme enceinte, c'est une éducation à la prévention. Alors, c'est une excellente question. Dans l'étude High-Low, il fallait que les patientes soient incluses
dans les 14 premières semaines d'aménorrhée. Et donc, globalement, chez les patientes à haut risque, celles qui ont déjà thrombosé, eh bien, quand on commence une prévention, c'est dans les 14 premières semaines d'aménorrhée. Si jamais vous rencontrez la malade beaucoup plus tardivement, évidemment, il faut le faire. Mais par contre, si jamais vous la rencontrez à 6 semaines d'aménorrhée, peut-être qu'on n'est pas encore complètement dans l'urgence et qu'on peut se laisser un peu de temps. Oui. Juste une petite question concernant le taux de d'édina. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas de valeur de diagnostic chez la femme enceinte parce qu'ils ont un taux déjà élevé. Mais est-ce que la cinétique peut aider en quelque sorte? Alors, les dédimères, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est content de les avoir quand ils sont inférieurs à un certain seuil, combinés avec une probabilité clinique non forte. Et donc, la problématique qu'on avait, c'était que le seuil habituel de 500 chez la femme enceinte, il marche moins bien qu'en dehors. C'est-à-dire qu'en dehors de la femme enceinte, vous savez que le seuil de 500, il marche une fois sur 3. Si vous êtes avec des malades qui ont des suspicions d'embolie pulmonaire en urgence et que vous faites des dédimères, une fois sur 3, vous en avez un qui a moins de 500 et vous êtes content parce que ça y est, ce malade-là, pas de scanner. Chez la femme enceinte, grâce à l'étude faite avec Genève, on sait que c'est une fois sur 10. Donc, on ne peut s'en servir que quand ils sont inférieurs au seuil. S'ils sont augmentés, ça ne nous aide pas. C'est-à-dire, un hématome rétroplacentaire fait monter beaucoup les dédimères. C'est surtout pas un moment pour aller anticoaguler la maladie. Donc, l'intérêt des dédimères, c'est le seuil inférieur. Oui, merci beaucoup. Je peux me permettre de poser des questions de Gilles. Aïe. Donc, du coup, vous parlez de risque hémorragique. Nous, c'est notre hantise parce que des fois, vous avez parlé de perdre des bébés. Nous, notre problème, c'est d'avoir à faire des hystérectomies d'hémostase. Et donc là, c'est la fertilité de la patiente qui est complètement compromise. Et avec les anticoagulations, même si on les arrête 24 heures, et des fois on ne peut pas les arrêter 24 heures parce qu'on doit extraire le fœtus en urgence, parce qu'on a une hémorragie grave, et là on n'a pas d'antidote, même si on donne les produits sanguins, etc., etc. Donc est-ce que vous avez les résultats sur les taux d'hystérectomie d'hémostase chez vos patientes quand vous avez utilisé les HALO? Et est-ce que ça m'intéresserait énormément? Parce que c'est pas juste avoir saigné ou ne pas saigner, c'est le pronostic à long terme de ces patients en termes de fertilité. C'est une super question et la chance que j'ai, c'est que j'ai la réponse. Donc chaque femme qui saignait dans HALO devait vite contacter le médecin qui l'avait inclus, qui devait déclarer l'événement. Évidemment, la femme et le médecin savaient quelle était la dose qu'elle prenait. Et à ce moment-là, il y avait un narratif qui était écrit en anglais, puisque c'est international, mais sans donner l'information de la dose, et c'était moi qui ensuite voyais. Et vous voyez sur la plaque, il y avait un taux d'hémorragie qui était quand même majeur. 10% d'hémorragie en prévention, on ne voit jamais ça. Donc, on a un problème. Mais, fort heureusement, il y a eu beaucoup d'hémorragies génitales abondantes, en particulier en postpartum, mais de mémoire, très peu de patientes ont nécessité à la fin une hystérectomie. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait beaucoup de gestes locaux, il y avait beaucoup de médicaments utilisés pour la contraction. Et pour la petite histoire, mais là c'est peut-être un peu trop intéressant pour vous et moins pour vous, on a même défini une nouvelle définition de l'OMS, puisque vous savez que l'hémorragie du postpartum, c'est 1000. Sauf qu'une femme enceinte qui accouche quand elle a un peu d'anticoagulant, les 1000, c'est tout le temps. C'est ça. Et donc, on a publié en 2019 une nouvelle classification mondiale des hémorragies chez les femmes. La réponse, c'est presque pas d'hystérectomie d'hémostase, mais par contre, beaucoup de stress avec des localisations fortes. Et l'autre question, c'est pour les patientes qui vont avoir des fécondations in vitro et des assistances médicales à la procréation qui ont déjà un antécédent d'accident thromboembolique. Ouais. Nous, on les prend en charge et on commence l'anticoagulation assez tôt. Dès qu'on stimule déjà, parce qu'on stimule et on maintient en phase, juste après la stimulation, on donne des progestatifs à très forte dose, on donne jusqu'à 800 mg de progestérone. Donc ces patients-là, nous, on les anticoagule dès qu'on est en train de stimuler. Est-ce que vous avez des données sur
les risques, parce que faire des thromboses, c'est aussi ne pas accepter l'embryon et avoir des échecs répétés en fil. Ouais. Et nous, on a ça même chez les patients qui n'ont pas de syndrome des anticorps antiphospholipides et qui n'ont pas, selon les panels qu'on fait, qui n'ont pas de maladie thromboembolique sous-jacente, à part la grossesse la première fois. Et malheureusement, non, ces patientes n'étaient pas incluses dans la ILO, il faut être enceinte pour commencer les anticoagulants. D'accord, merci. Oui. Merci. En fait, ma question par rapport aux femmes qui présentent déjà des facteurs de risque spontané, donc de maladie thromboembolique, par exemple des femmes obèses. Donc, la grossesse en ovaire, c'est un facteur de risque. Donc, est-ce qu'on a le droit de prévenir une complication thromboembolique, même si c'est la première grossesse pour cette femme? Donc, est-ce qu'on a le droit de le faire? Alors, l'obésité en soi, malheureusement, ne suffit pas à justifier la prescription. Il y a des scores, dont le score stratège qu'on a développé à Saint-Étienne et validé ensuite internationalement. Vous avez une application sur smartphone que vous pouvez télécharger et ça vous donne est-ce que la malade est à haut risque et bénéficie d'une prévention primaire par rapport à une prévention secondaire. Donc, utilisez les scores comme le score stratège. Juste, j'ai un peu à la main pour clôturer cette présentation. En fait, on n'avait pas parlé du score pronostic, du score PSI chez la femme enceinte et sa place au cours de la grossesse. Parce qu'en fait, depuis 2019, l'OSC a insisté sur l'importance de la dysfonction cardiaque de droite. Oui. Car elle a un impact de mortalité, même chez les patients considérés à faible risque de mortalité. Et du coup, la constatation de la condition cardiaque de droite, même en cas de faible risque, impose l'hospitalisation. La question ici, est-ce qu'il fallait demander systématiquement une couverture cardiaque chez tout patient qui consulte pour une embolie pulmonaire? Deuxième point aussi, pour la durée de l'anticoagulation, qui reste jusqu'à présent sujet de controverse. Et l'ESC, depuis 2019, en fait, considère que la survenue d'un événement thromboembolique au cours de la grossesse est considérée comme un risque intermédiaire de récidive. Et du coup, par conséquent, on doit prolonger la durée de l'anticoagulation. Sauf que le protocole reste mal codifié. Est-ce qu'une durée d'anticoagulation est efficace pendant toute la durée ou bien 6 mois et puis moitié dose? Ça, et troisième remarque, la question qui reste aussi sujet de débat, angioscanner ou bien scintigraphie de ventilation. C'est vrai que les deux examens du taux d'irradiation il est équivalent que le fœtus, mais l'angioscanner entraîne plus d'irradiation mammaire. Ouais. Et c'est un élément important à prendre en considération, notamment chez la jeune femme ou femme pénipare. Est-ce qu'une femme pénipare, donc je pense qu'il est légitime de demander une scintigraphie, bien sûr en fonction de la disponibilité, en fonction des données du cliché. Les trois questions sont excellentes, je vais essayer d'y répondre et si je me suis perdu au milieu de la deuxième, vous me rattrapez. La première, est-ce qu'il faut faire une échographie cardiaque transthoracique à une femme qui a une embolie pulmonaire et une grossesse? Oui, il faut faire une stratification de pronostic. Par contre, dans un éditorial invité par l'éditeur en chef de l'European Heart Journal, on avait répondu à la méta-analyse sur données individuelles pour les biomarqueurs qui a fait modifier les recommandations. Et malheureusement, les femmes enceintes étaient exclues de ces études aussi. Donc nous, dans notre pratique, on leur fait les biomarqueurs cardiaques, troponine, BNP. S'ils sont anormaux, on fait l'échographie cardiaque. La difficulté étant que liée aux modifications physiologiques de la grossesse, il y a assez régulièrement des dilatations des cavités droites avec une petite hypertension pulmonaire, mais qui est parfois liée à un syndrome hyperkinétique dans ce contexte. Donc c'est toujours un peu compliqué. Ensuite, la deuxième question, durée de traitement et embolie de la grossesse. Là-dessus, sans vouloir vous faire une bêtise, mais les prochaines recommandations vont changer. On a maintenant beaucoup de données qui prouvent qu'une embolie pulmonaire post-partum ou pendant la grossesse, eh bien, le risque de récidive est très faible quand on arrête les anticoagulants. C'est la raison pour laquelle nous, pour l'instant en France, on l'a clairement mis en bas risque et le SC va nous suivre sur les prochaines recos. Et la dernière question, je l'ai mangée. L'imagerie, oui. Vous avez complètement raison. Le mieux pour les deux, c'est la scintigraphie. Simplement, nous, avoir accès à la scintigraphie à Saint-Étienne, on a la chance, on a un service qui marche
et qui peut le faire, mais il faut que la dame fasse une suspicion d'embolie pulmonaire entre le lundi et le vendredi de 10h à 17h. Et donc, la scintigraphie, c'est le mieux si la radiographie thorax est normale, s'il n'y a pas de séquelles bacillaires par exemple, mais en pratique, c'est malheureusement l'angioscanner qui est fait le plus souvent. L'énorme avantage, c'est dans Artemis, donc l'étude faite avec nos collègues hollandais, on a mis en place une nouvelle procédure de scanner qui permet d'avoir moins d'irradiation pour le bébé, moins d'irradiation mammaire, et surtout une meilleure opacification des artères pulmonaires, parce qu'il y avait aussi beaucoup de scanners non conclusifs du fait de la grossesse. Et là, je crois qu'on a avancé aussi. Est-ce que vous avez des données sur les contentions? Oui, les contentions, bientôt il faudra que je laisse la parole aux autres quand même, mais les contentions, je pense que c'est surtout là pour embêter les gens. Donc non. Une toute petite question. Donc, sur le plan pratique, nous, on essaie d'éviter le scanner. La scintille, pour nous en Tunisie, ça fait plus qu'une année. Je pense qu'on n'a pas de produit, donc on n'a pas la possibilité. Et honnêtement, sur le plan pratique, on fait des Doppler des membres inférieurs de façon systématique, même si on n'a pas de signe clinique. Est-ce que vous pensez que cette stratégie peut se défendre? Et est-ce que chez la femme enceinte, le site le plus fréquent des thromboses, c'est les membres inférieurs ou c'est gauche? Oui, c'est exactement ça, vous avez raison. En fait, vous avez appliqué parfaitement ce qu'on a mis 8 ans à développer. C'est l'étude faite avec les collègues de Genève, où les patientes avaient tout un écho-doppler veineux des membres inf et des dédimères avec le taux à 500. Et avec ça, vous voyez, on arrive à s'en sortir pas trop mal quand même. On arrive à éviter les scanners. Donc oui, vous avez raison.